Bienvenue au Première Loge, votre chronique théâtre sur Radio Bienvenue Strasbourg. Catherine Marnas, vous n'êtes pas une inconnue ici au Théâtre National de Strasbourg, qui vous accueille encore jusqu'au vendredi 7 décembre avec une coproduction et une création ici au TNS, donc Salinger à l'américaine, donc de Bernard-Marie Coltès. Pourquoi vous avez choisi cette pièce après aussi le spectacle d'après un texte de Nancy Houston, Ligne de faille? Est-ce que vous avez des affinités avec l'Amérique? C'est marrant, j'avais pas vu du tout j'avais pas fait le lien. Non, j'ai tellement peu de relations privilégiées avec les États-Unis que je vais vous dire une chose. Je boycotte les États-Unis, je n'y ai jamais mis les pieds. Donc, c'est pas l'Amérique qui m'a attirée dans Salinger, c'est pas l'Amérique qui m'a attirée dans Nancy Houston. Coltès, c'est Coltès qui m'a attirée. Et en fait, quand Julie Brochen m'a invitée à faire la création ici, elle m'a donné carte blanche et je suis une grande amoureuse de Coltès et je me suis dit que c'était formidable de faire profiter le public strasbourgeois d'une œuvre qui est un peu à la base de tout ce qu'il fera après, étant donné la relation hyper privilégiée qu'avait Coltès lui-même avec cette ville, puisque c'est là qu'il a découvert le théâtre, qu'il a commencé ses études, qu'il a été élève au TNS, et que quand même, on joue en salle Coltès, à côté d'une salle Gignoux, Hubert Gignoux ayant été quelqu'un qui a le premier décelé les qualités d'écriture de Coltès et qui l'a aidé à faire son œuvre, j'allais dire, et qui l'a présenté à Patrice Chéreau, qui a fait lire Patrice Chéreau, et je crois que la vie est aussi faite de hasards de rencontres. Je pense que s'il n'y avait pas eu Hubert Gignoux, peut-être on n'aurait pas la même connaissance de cette œuvre-là, qui est tellement essentielle. Pour moi, c'est l'œuvre du XXe siècle. Comme on parle d'Amérique, j'insiste quand même sur le titre qui me procure quelques difficultés de prononciation, donc Salinger, mais ça s'écrit avec deux L, hein. Peut-être là aussi ce problème de prononciation. Et est-ce qu'il y a un côté américain dans l'écriture de Coltès? Oui, il y a d'une part quelque chose qu'on trouve dans toutes les pièces de Coltès, qui est son amour du cinéma américain. C'était un grand fan de Robert De Niro, par exemple. Et le cinéma américain était vraiment quelque chose qui l'intéressait. Grand fan de littérature américaine aussi. Un de ses auteurs préférés était Faulkner. Par contre, là, sur cette pièce-là qui s'appelle Salinger, évidemment en référence à l'auteur Jérôme David Salinger, qui ne prend qu'un L. En fait, le deuxième L, c'est pas Coltès qui l'a mis, ce sont les éditions de Minuit qui ont eu peur, comme Salinger était un auteur qui était très chatouilleux sur son image, enfin, c'est rien de le dire même, puisque il n'y a aucune photo, il vous refusait toute interview, personne n'avait accès à lui. Tout ça après sa découverte des camps. Donc, il y a une référence évidemment, non pas forcément qu'aux États-Unis, mais en tout cas à cet auteur-là, puisque au départ, ce texte était une commande il y a 30 ans, d'un metteur en scène qui s'appelle Bruno Beuglin, et qui lui travaillait sur la famille Glass, qui est une famille dont Jérôme David Salinger a déployé comme ça tous les épisodes à l'intérieur de ses nouvelles, entre autres Franny et Zoé, Dresséo, la poutre maîtresse Charpentier, Seymour ou différentes autres nouvelles. Donc avec cette histoire donc de frères et sœurs surdoués, avec des parents qui étaient d'anciens artistes de music-hall, et le choc de la famille étant le suicide du frère aîné, qui au retour de la guerre de Corée n'a pas pu se réadapter au monde normal et qui donc s'est suicidé. Donc c'est en fait autour de ça que Coltès a écrit quelque chose qui est une œuvre qui lui est totalement personnelle, mais inspirée de cette famille-là. Pour parler de cette pièce, vous l'avez créée, les répétitions ont lieu certainement au mois de novembre. Et là, tout de suite, ma question, parce que la première image, on est sur un cimetière.
est-ce que vous aurez pu créer ce spectacle aussi dans un autre mois que le mois de novembre, le mois des morts? Là non plus, j'avais pas remarqué. J'avais pas remarqué du tout. Mais par contre, ce qui est drôle, quand vous me parlez de la fête des morts, c'est ce cimetière est un peu exubérant quand même. Il y a trop de fleurs. Et je trouve que dans le rapport à la mort qu'entretient Coltès a beaucoup à voir pour moi avec une fête des morts que j'adore, qui est au Mexique. Je travaille au Mexique depuis longtemps, c'est mon deuxième pays, on va dire. Et la fête des morts, qui dure presque tout le mois de novembre, est une fête bizarrement très joyeuse et très très vivante. Les cimetières sont d'une beauté. Il y a une exubérance de fleurs. Il y a de la musique, puisque, je sais pas, peut-être les auditeurs connaîtront ces groupes mexicains qu'on appelle les mariachis, avec des cuivres, avec des guitares, qui font beaucoup de bruit. Et donc, chaque famille paye son groupe de mariachi pour chanter pour le mort. Les gens dansent. Et vous imaginez, quand il y a plusieurs groupes de mariachi à quelques tombes d'espace, ça fait une cacophonie. Ils vendent des hot dogs. C'est vraiment une sorte de fête de la vie. Et je trouve qu'alors là, pour le coup, cette pièce-là, c'est un peu ça que fait Coltès avec ce rapport à la mort. Autre thème, outre la mort, c'est les relations aussi dans une famille. Hein. Les relations parfois passionnelles entre frères et sœurs ou entre amants. Et comment vous les avez travaillés, ces conflits entre frères et sœurs et aussi entre amants? Je crois que je suis assez connue comme metteur en scène. Après, on sait pas forcément ce qu'on fait, hein, mais pour travailler beaucoup sur les corps. Et j'avais moi-même d'ailleurs commencé la danse au départ, que j'ai pas pu continuer pour des raisons de santé. Et je crois que tous ces débordements d'amour, parce que finalement même toutes les engueulades, que ce soit de Leslie vis-à-vis du rouquin, où il s'insulte quand même, hein, vis-à-vis du mort, donc on peut insulter un mort, on peut lui en vouloir, que ce soit vis-à-vis de la sœur, quand elle dit à son frère, bah c'est ça, pars à la guerre, laisse-moi. Je crois que tout passe par le corps, c'est-à-dire que c'est des mots, c'est une langue qui vient du corps, qui vient des excès. Je disais que cette pièce que je trouve particulièrement intéressante, c'est qu'un peu comme dans le rêve, où on dit des choses dont on n'est pas forcément conscient, qu'on a enfoui au fond de sa tête et qui finalement soulage de quelque chose. Et pour que ce soulagement ait lieu, je crois qu'il faut que le corps soit impliqué. Et je pense que ça, les gens le sentent quand ils voient le spectacle. Vu la scénographie du spectacle Salinger, donc de Bernard-Marie Coltès, que vous, Catherine Marnas, mettez en scène ici au Théâtre National de Strasbourg, certains qui ont vu Ligne de faille, que je n'ai pas vu, mais ils m'ont dit qu'il y a certaines réminiscences de Ligne de faille. Hein. Est-ce que vous avez souhaité créer des continuités entre les deux spectacles? La continuité vient sûrement, absolument, du fait que c'est la même personne qui a fait la scénographie et qui est quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est mexicain d'ailleurs, et qui travaille beaucoup sur comment proposer une boîte à images en étant le plus minimal possible, le plus économe possible, tout en permettant des tas de variations. Donc ça, effectivement, c'est le point commun. Un côté esthétique aussi, c'est vrai qu'il y a la même personne qui fait les lumières, la même personne qui fait les costumes. Donc ça signe visuel, indiscutablement. Je pense qu'on reconnaît quand on voit un spectacle de moi, étant donné que je suis toujours entourée des mêmes collaborateurs, il y a quelque chose qui se ressemble. Par contre, autant Ligne de faille était lumineux, dans un décor blanc, avec une pleine lumière écrasante, comme si on passait les âmes à la radio. Autant là, on est dans quelque chose de nocturne,
avec de l'eau, enfin une impression d'eau comme ça, des lumières. On voit bien les acteurs, mais ils sont comme flottants dans du noir. Donc là, il y a une grande différence pour moi. Même si effectivement, oui, bien sûr, l'esthétique est quand même absolument la même. Et je pense que plus qu'une esthétique d'ailleurs, c'est comment un espace, comment des images servent cette notion du personnage, cette notion de presque de zoom que peut procurer un spectacle de théâtre, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que ce n'est pas du cinéma, et que donc le zoom n'est pas possible. Ce que je constate dans la mise en scène, il y a beaucoup de musique et une écriture par, disons, scénette, assez court parfois. Et une des chansons qui arrive, c'est une chanson de Iggy Pop qui s'appelle Lost for Life. Est-ce que c'était un choix délibéré de placer 2 fois cette chanson, cette hymne à la vie de Iggy Pop? Alors ça aussi, c'est des choses qui sont étonnantes, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas choisi ni pour le titre ni pour le contenu, mais néanmoins, il est bien évident que le contenu est porté par la musique et que les 2 moments où on l'entend sont des moments, 3, pardon, une qui est déconstruite et 2 qui ne sont pas déconstruites. Ce sont des moments de pulsion de vie. C'est-à-dire, effectivement, quand Leslie a envie de se libérer et qui danse comme un fou, et qu'effectivement, cette pulsion de vie, elle est portée par cette musique-là. Mais on n'a pas fait un clin d'œil en se disant on va prendre Lost for Life, parce que ça parle de ça, mais plutôt par ce que la musique en elle-même porte. D'ailleurs, on en a essayé, je sais pas, à peu près 60, au bas mot. Dernière question sur cette pièce Salinger de Bernard-Marie Coltès, mise en scène par Catherine Marnas, donc vous. Tous ces personnes qui sont en deuil sont assez bavards. Comment on traite le deuil bavard? Justement parce que je vous disais avant sur la notion de rêve. Je pense qu'on est très bavard quand on rêve, même si ça peut paraître étrange. Ou en tout cas, c'est comme si on avait quelque chose, des électrodes qui seraient branchées sur la tête. C'est-à-dire que c'est une bande passante en continu. Qu'est-ce qui passe dans leur tête? Plus que ce qu'on se dit. Parce que finalement, ils ne se disent pas grand-chose, puisqu'ils se parlent peu. Ils se parlent à eux-mêmes. Donc c'est plus la fonction de la pensée ou du rêve, d'où cette parole que j'appelais moi parole du débordement, langue du débordement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de mots, et beaucoup de mots très rapides, anormalement rapides. Enfin, anormalement, pas de normalité, mais en tout cas, presque trop rapides. Parce qu'effectivement, on est comme, par exemple, comme dans La nuit juste avant les forêts, dans une langue, dans La nuit juste avant les forêts, je sais plus si c'est 60 pages ou enfin c'est à peu près ça, sans un seul point. C'est-à-dire quelque chose qui se déverse. Et il y a quelque chose de ça, effectivement, dans Salinger, dont la date d'écriture est très proche de La nuit juste avant les forêts. C'est juste après. Catherine Marnas, merci beaucoup pour cet entretien donc sur votre spectacle Salinger de Bernard-Marie Coltès, qui est encore à voir aux salles Coltès ici au Ténès. Merci. Merci à vous. Ainsi se termine aux premières loges votre chronique théâtre sur Radio Bienvenue Strasbourg. Au revoir et à bientôt.